Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Madame la conseillère d'État, Madame la conseillère administrative, Madame la députée au Grand Conseil, Monsieur le recteur, Monsieur le président, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est pour moi un très grand privilège de vous accueillir ce soir. L'événement manifestement a attiré énormément de personnes, j'en suis ravi. L'intimité d'une cellule vous intéresse, ce n'est pas une surprise pour nous, mais c'est évidemment extrêmement satisfaisant que de voir cet intérêt avec cette conférence qui est le premier événement organisé par le Centre du Bochet qui a été inauguré au mois de novembre. Ce Centre du Bochet, je pense qu'il faut le mettre en évidence, c'est une initiative extrêmement symbolique et importante. Elle est importante à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que c'est une collaboration entre l'Université de Lausanne, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et j'aimerais simplement dire que ce n'est pas tous les jours que nous avons le privilège d'avoir le président de l'EPFL et le recteur de l'Université de Lausanne à un événement qui a lieu à Genève, et ça montre, je crois, la symbolique de cette réalisation, qui est une réalisation importante parce que c'est la démonstration que les collaborations pour mettre en place des infrastructures coûteuses est aujourd'hui la réponse que les universités et hautes écoles de l'arc lémanique mettent en place pour pouvoir demeurer attractives. Il faut l'être aujourd'hui pour pouvoir attirer les meilleurs scientifiques de la planète sur l'arc lémanique afin de développer l'ensemble de ce potentiel qui existe aujourd'hui. Vous le comprenez, c'est aussi évidemment un axe très symbolique et très important par rapport à la situation de la Suisse face à l'Union européenne. Et je prêche ici une convaincue, Madame la conseillère d'État, je sais que vous œuvrez au niveau de nos autorités fédérales pour pouvoir défendre cette position. Effectivement, la Suisse n'est toujours pas associée à Horizon Europe et dans ce contexte très particulier, je pense que ce type d'initiative, avec ces collaborations au niveau de l'arc lémanique pour des infrastructures qui sont partagées entre l'ensemble de nos chercheuses et des chercheurs est vraiment un acte extrêmement important pour rester attractif et être une réponse aussi à la situation particulière de la Suisse face à l'Union européenne. Alors, on espère effectivement que cette situation pourra trouver une issue rapidement, mais dans cette perspective, nous devons encore et toujours renforcer ces collaborations. Il y a encore d'autres initiatives que l'on va mener pour se l'assurer. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Frédéric Herman, le recteur de l'Université de Lausanne. On vous remercie encore une fois de votre présence ce soir parmi nous, c'est extrêmement important. Et je vous souhaite une excellente soirée avec la conférence qui suivra. Merci beaucoup. Frédéric. Mesdames, Messieurs, je vous salue en vos titres et fonctions. Je remercie le recteur de l'Université de Genève de nous accueillir. Et puis, j'ai quelques minutes maintenant et j'aimerais commencer cela tout simplement en souhaitant un très joyeux anniversaire à Jacques Dubochet. Alors, avec ces quelques minutes qui me sont accordées, j'aimerais une fois de plus le remercier pour tout ce qu'il apporte à la science, tout ce qu'il apporte à nos universités, à la région et au rayonnement. Son prix Nobel est extrêmement important pour nos institutions. Et puis, il a probablement soulevé 3 possibilités. La première, c'est que, c'est possible d'avoir un prix Nobel lorsqu'on travaille dans une institution suisse, lorsqu'on est formé dans une institution en Suisse, accompagné avec une carrière internationale. Ça a été confirmé par des prix Nobel ici à l'Université de Genève, et je pense que c'est extrêmement important pour les personnes qui étudient et qui travaillent dans nos institutions. La deuxième possibilité que je voulais soulever, c'est que Jacques démontre que c'est possible de rester généreux, car il est extrêmement généreux avec plusieurs institutions. Il est généreux évidemment avec l'Université de Lausanne. J'avais prévu de dire ça, et puis en restant quelques minutes avec lui, j'ai vu sa générosité en accueillant toutes les personnes qu'il connaît. Je pense que c'est extrêmement important pour la science et surtout dans ses activités régulières de médiation scientifique qu'il continue de faire, et on voit sa générosité envers les enfants. Et puis finalement, Jacques nous a rappelé lors de l'ouverture officielle du Centre du Bochet qu'il était possible de faire de la science de qualité lorsque nous avons du temps
et du temps pour faire de la recherche. Et j'ai trouvé ça assez remarquable qu'il nous rappelle ça lors de cette conférence de presse. Alors comme Yves Flückiger le rappelait, ce prix Nobel nous a amené à nous réunir, en tout cas les trois institutions maintenant, avec une ouverture vers d'autres institutions du côté de la Suisse alémanique. Nous mettons nos infrastructures ensemble, nous en créons de nouvelles, et ceci nous permet de faire avancer la science. Nous avons une approche sur des méthodes, ça nous permet d'aller plus loin sur des questions fondamentales autour de maladies comme Parkinson, Alzheimer. On l'a vu pour le Covid déjà avec des images tout à fait remarquables. Et ceci dans un cadre où nos institutions sont associées à des hôpitaux universitaires. Et je pense que c'est une réelle opportunité d'avoir ce centre associé avec nos hôpitaux universitaires. Et puis finalement, j'aimerais dire la même chose que ce que le recteur de l'Université de Genève disait, c'est qu'ici, nous avons un symposium sur plusieurs jours qui permet de réunir les meilleurs de la cryomicroscopie. Henning Stahlberg me le disait juste avant, que c'est probablement le niveau le plus élevé dans le domaine. Et donc ceci montre le rayonnement international que ça apporte. Évidemment, la science n'a pas de frontières et nous devons tout faire pour rester associés à l'ensemble des réseaux internationaux et bien entendu les réseaux européens. Et donc là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée et pour les gens qui participent au symposium, un excellent symposium. Bonsoir. Et je passe la parole au président de l'EPFL. Merci beaucoup Frédéric. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui reste à dire? Tout a été dit, mais j'aimerais personnellement souhaiter bon anniversaire aussi à Jacques. Et je me souviens toujours, le 4 octobre 2017, j'étais dans mon bureau à faire du courrier électronique et j'ai quand même remarqué qu'il y avait un événement, un tsunami dans le monde de la science qui était en train d'arriver, qui était l'annonce du prix Nobel pour Anderson, Frank et Jacques Dubochet. Et puis, j'ai envoyé un mail à Jacques Dubochet, qui, je me permets de le rappeler, a étudié dans une école qui n'était pas encore le PFL, mais qui faisait partie de l'Université de Lausanne, les PUL, à l'époque, puisqu'il a 80 ans aujourd'hui. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit « Ah Jacques, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer et tout ». Il a pris son vélo, il est venu dans mon bureau, ça lui est absolument pas monté à la tête. Et tout de suite, on a commencé à parler de science et pourquoi c'était un domaine qui avait un avenir absolument exceptionnel et pourquoi, dans l'arc lémanique, on avait un tout petit peu oublié qu'en fait, il y avait un potentiel gigantesque, que ça avait été inventé dans l'arc lémanique, puisque Jacques avait passé à Lausanne, il a passé à Genève ensuite, puis ensuite à Bâle, avant de faire une carrière internationale et de revenir à Lausanne, et que peut-être il fallait saisir cette opportunité, ce que nous avons fait avec la meilleure collaboration possible et imaginable. Alors, je vais parler un peu de géopolitique suisse. J'étais à Berne aujourd'hui pour le Conseil des EPF, mon activité favorite, comme vous pouvez l'imaginer, et j'ai pu vérifier qu'en rentrant de Berne sur Genève, que la Sarine, effectivement, est beaucoup plus large que la Versoix. Donc, dans l'arc lémanique, on a un potentiel de développement scientifique qui a été démontré par ce prix Nobel-là, par le prix Nobel, bien sûr, pour la découverte des exoplanètes ici à l'Université de Genève. Et je suis extrêmement content que sur le domaine de la cryomicroscopie, on a réussi à monter ce centre, le Dubochet Center. J'aimerais remercier les gens qui ont œuvré pour le faire, en particulier, bien sûr, Robbie Lowy à l'Université de Genève, Henning Stahlberg entre l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et puis que ce centre est une démonstration qu'on peut travailler ensemble et on peut régater au meilleur niveau mondial parce qu'en l'espace de moins d'une année, ce centre a fait, Frédéric l'a mentionné, a fait une image de la protéine du Covid à la meilleure résolution possible et imaginable. Et puis ça montre qu'on est vraiment, on régate, on joue dans la cour des grands. Maintenant, ça a aussi été mentionné, on se coupe évidemment de la recherche européenne et c'est incroyable qu'on se mette un boulet au pied alors que la Suisse est un modèle d'internationalisation, de collaboration et d'excellence scientifique. Et au milieu de ce merveilleux voyage, qu'est-ce qu'on fait? On monte les ponts-levis, on joue au village retranché gaulois, mais on n'a pas de potion magique.
Donc, je l'ai encore dit l'autre jour à Berne, à nos amis politiciens bernois. J'aimerais bien qu'on ait la potion magique, mais en attendant, on a des fabuleux scientifiques, des fabuleux projets et une fabuleuse collaboration dans l'arc lémanique. Et j'aimerais remercier tout le monde qui a participé et vous souhaiter un excellent symposium. Merci beaucoup. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame Nathalie Fontanet, conseillère d'État. Merci beaucoup. Les salutations protocolaires ayant déjà été prononcées, je me permets de vous saluer, mesdames et messieurs, de façon succincte en vos titres et fonctions. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici avec vous et de représenter le Conseil d'État de la République et canton de Genève pour cette conférence. Cette soirée est placée sous les auspices de l'infiniment petit. C'est par déformation professionnelle plus que par provocation que je vais m'adresser à vous sous l'angle de l'infiniment plus grand qui caractérise vos travaux. Je fais ici référence à l'excellence scientifique et économique qui fonde le succès de notre pays en général et de notre canton en particulier. La Suisse est un pays d'innovation. Elle se situe depuis 2011 au premier rang du Global Innovation Index de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle Genève, où se côtoient formation et infrastructures de pointe, ouverture au monde et accès aux marchés internationaux, environnement stable et fiscalité attractive contribuent fortement à ce résultat. Ce n'est pas un hasard si l'Université de Genève et les hôpitaux universitaires de Genève occupent des positions enviées dans les classements internationaux. Ce rayonnement est le fruit du travail acharné de leurs représentantes et représentants. C'est aussi la conséquence d'une volonté des autorités de soutenir la recherche et d'en assurer la visibilité. La recherche de pointe qui est menée dans les universités, les hautes écoles, les laboratoires ainsi que les centres de recherche et de développement du canton et de l'arc lémanique sont un vecteur indispensable au développement d'une société éclairée, performante, compétitive et apte à relever les défis qui se présentent à elle. À ce titre, le Health Valley suisse se distingue aujourd'hui comme le pôle de recherche numéro 1 pour les sciences de la vie et continent européen, selon la prestigieuse revue Science. À Genève en particulier, on compte plus de 200 entreprises actives dans les domaines de la pharmaceutique, la chimie, les biotechnologies ou les dispositifs médicaux. Les diversités de notre écosystème local est sans doute la clé de cette notoriété. En effet, Genève dispose d'un environnement privilégié situé en plein cœur du continent européen où cohabitent et collaborent des grandes entreprises de réputation mondiale ainsi que des start-up innovantes. L'ensemble favorise une dynamique absolument unique au monde. Le tout est renforcé par l'attractivité et l'activité de la Genève internationale, qui est le centre mondial de gouvernance le plus actif de la planète. Mesdames et messieurs, rien de ce qui précède n'est le fruit du hasard, mais rien n'est jamais acquis non plus. Pour preuve, la relégation de la Suisse à la situation de pays tiers dans le programme cadre de recherche Horizon Europe 2021-2027 suscite aujourd'hui de nombreuses craintes. Monsieur le recteur l'a évoqué, il est vrai qu'au niveau du gouvernement genevois, nous nous employons à relayer à Berne les inquiétudes que vous avez ici et que nous avons dans toute la Suisse. Sensibilisés au danger d'une privation de coordination de projets européens et d'accès à un projet global d'un peu plus de 95 milliards d'euros, Berne espère pouvoir débloquer des financements fédéraux et négocier des programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération. Mais c'est une réassociation la plus rapide possible à Horizon Europe, le programme de recherche d'innovation le mieux doté au monde, que nous devons essayer d'atteindre. De nos jours, il est en effet vital de continuer à renforcer les collaborations scientifiques, d'encourager les synergies économiques et académiques et de favoriser les mutualisations des infrastructures de recherche. Les mises en réseau permettent en effet aux idées de circuler plus rapidement,
aux découvertes de naître et à l'innovation de jaillir. C'est ainsi que se forge l'excellence. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous une soirée riche en échanges et en perspectives encourageantes. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous présenter notre prochain speaker, le Dr. Clélia Bourgmont. Clélia a étudié à l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg et a ensuite effectué son stage de fin d'études à Novartis, où elle a étudié le développement de médicaments en phase précoce. Elle a rejoint mon équipe en 2013 pour faire sa thèse de doctorat et elle est maintenant une chercheuse ici à l'Université de Genève. Ces dernières années, les avances en cryomicroscopie électronique ont complètement changé notre façon de faire de la recherche. Ceci est vrai pour mon équipe et notamment pour Clélia, mais aussi pour plein d'autres ici à l'université. Clélia va maintenant présenter certaines de ces nouvelles avancées en cryomicroscopie électronique et en particulier le rôle que le professeur Jacques Dubochet a eu dans ces découvertes. Merci Clélia. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes confortablement installés. Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de partir pour un voyage dans l'infiniment petit. Alors d'abord, que sommes-nous ? Plus de la moitié de nos cellules sont composées d'eau. Et nous comportons plus de 30 000 milliards de cellules. Et ces cellules, elles sont entourées d'une membrane qui les sépare de leur environnement. Et à l'intérieur, il y a des compartiments qui ont des fonctions spécifiques, qui sont assurées par les protéines présentes à 60%. En définitive, nous sommes un tas de protéines. Ces protéines, elles ont des structures précises qui leur donnent des fonctions spécifiques. Et si tout se passe bien à l'intérieur, alors nous sommes en forme. En revanche, s'il y a une modification, même infime, au niveau des structures des protéines, alors ça peut avoir des conséquences graves et provoquer des maladies. Intéressons-nous aux fonctions des protéines. Par exemple, les protéines, je regarde si c'est la même chose, les protéines qui sont dans la mitochondrie, donc ce qui est en rose, vous permettent de produire de l'énergie. Les tubes là-bas au fond, c'est les voies de transport de vos cellules. Et celle-là, là, qui vient de disparaître, là, en noir, c'est le protéasome. C'est la poubelle de votre cellule. C'est là où les protéines qui sont plus utilisées ou qui ne sont pas en forme vont être dégradées. Et on va utiliser cette protéine pour comprendre ce que c'est la structure d'une protéine. Alors, pour comprendre la structure tridimensionnelle d'une protéine, il faut l'imaginer, là, elle est en relief, en fait. On la débobine, comme on le ferait avec une pelote de laine. Mais là, en fait, il s'agit d'un collier de perles. Mais ce ne sont pas des perles, ce sont des acides aminés. Et on en a 20 dans notre corps. Chaque acide aminé est composé d'atomes. Nous sommes faits d'azote, d'hydrogène, d'oxygène et de carbone.
En définitive, rentrer dans l'intimité d'une cellule, c'est regarder jusqu'à ses atomes. Et vous savez comment on fait pour regarder des trucs aussi petits? Non? On va apprendre. Tout d'abord, on va faire un point sur les dimensions. Avec nos yeux, on est d'accord qu'on est capable de voir, disons, du mètre au millimètre à peu près. Donc on va voir des objets divers, on va même pouvoir voir nos cheveux. Mais si on veut voir avec un peu plus de précision, il va falloir utiliser un autre instrument, le microscope optique, qui a été inventé en 1595. Cette fois-ci, les dimensions que nous allons voir, si là c'était le millimètre, maintenant ça c'est un millimètre, on va avoir du millimètre au micromètre. Maintenant, vous pouvez voir les cellules de votre corps et les micro-organismes, comme des levures ou des bactéries. Le problème, c'est que la microscopie optique, elle a ses limites. Et ces limites, elles sont fixées à 0,2 micromètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez deux objets qui ont une distance inférieure à 0,2 micromètres, soit 200 nanomètres, vous ne pourrez pas savoir s'il y en a un ou s'il y en a deux. Vous ne pouvez pas résoudre. Et cette limite, elle a été fixée déjà en 1873 par le physicien allemand Ernest Abbe. Alors on ne va pas rentrer, bien sûr, dans le détail de cette équation. Mais sachez que voilà, ça va dépendre des propriétés de la lumière, du milieu dans lequel elle se propage et également de l'orientation qu'elle va prendre par rapport à l'axe optique. Alors, il faudra attendre environ 300 ans depuis l'invention du microscope optique pour obtenir un instrument encore plus puissant, le microscope électronique, en 1931. Alors maintenant, là, on était au micromètre, petit micromètre. Le micromètre, maintenant, il est grand. On va avoir du micromètre au nanomètre. Et vous savez quoi? On va même voir encore au dixième de ça. Ça s'appelle le Angstrom. Maintenant, ce que vous voyez, c'est des virus. C'est des protéines. Vous la reconnaissez, celle-là? C'est celle de l'intro. Vous avez même accès aux molécules d'ADN et aux atomes. Alors, c'est quoi la différence entre ces microscopes qui nous permet de voir un détail pareil? La source d'illumination. En microscopie optique, on va utiliser la lumière. On utilise les photons, qui ont une longueur d'onde d'un dixième de micromètre. Ce que vous voyez là, c'est des cellules qui se font infecter par des bactéries en violet. C'est joli, mais bon, c'est pas très précis. Si maintenant cet échantillon, on l'illumine avec des électrons qui ont une longueur d'onde 1000 fois plus petite que le nanomètre. Vous savez ce que c'est l'électron? C'est ce qui gravite autour du noyau d'un atome. Vous imaginez la taille? Maintenant, ce qu'on voit, c'est ça. Le point violet, ce n'était pas une bactérie, mais c'est au moins 1, 2, 3, voire même 4. Prenons un autre exemple. La levure de bière, que vous trouvez, comme son nom l'indique, dans la bière, mais aussi dans le pain. En microscopie optique, si on regarde une protéine qu'on a rendue fluorescente, ça ressemble à un point. Bon, il est joli. Mais si maintenant on extrait ce point de l'organisme et qu'on l'illumine avec des électrons, ce qu'on voit, c'est ça. Ce sont des protéines, plusieurs protéines, qui sont capables de s'organiser d'une façon très ordonnée pour former des tubules. Alors maintenant, revenons un peu à nos microscopes. On a vu que la source d'illumination était différente. Mais sinon, dans l'architecture, c'est quand même assez similaire. On a des lentilles,
en verre en microscopie optique et électromagnétique pour la microscopie électronique, qui vont condenser les rayons. Ça va vous permettre de grossir un objet pour en observer une image agrandie, soit directement avec vos yeux ou sur un écran fluorescent. Une différence majeure, c'est l'échantillon. En microscopie optique, votre échantillon, vous le déposez sur une lame de verre. En microscopie électronique, vous déposez votre échantillon sur une grille, souvent en cuivre, d'un diamètre de 3 mm. 3 mm. Une des différences qui est encore plus importante, c'est les conditions dans lesquelles vous pouvez regarder votre échantillon. En microscopie optique, vous regardez votre échantillon, l'échantillon même est conservé à température ambiante, à pression atmosphérique. En microscopie électronique, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que les électrons, ils sont capables d'interagir tellement bien avec la matière que même l'air lui est opaque. Alors il faut travailler sous vide. Mais ces électrons, ils interagissent tellement bien avec la matière qu'ils peuvent aussi endommager les échantillons. Alors il faut travailler à froid. Alors, comment la cryomicroscopie électronique a révolutionné la compréhension du vivant? Il y a quelques années, quand vous aviez envie de savoir comment on fonctionnait, comment ça fonctionnait dans notre cellule, on regardait ce dessin animé, par exemple. Ça parlera peut-être à certaines générations. Il était une fois la vie, dans les années 80. Maintenant, si vous posez la question de savoir comment des trucs se trafiquent dans la levure, dans la cellule, vous voyez ça. Non mais vous vous rendez compte? Ce que vous voyez, les tubes, là, c'est les microtubus qu'on voyait aussi en introduction. Comment en est-on arrivé là? Alors, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes dans les années 50. Edward Kellenberger est alors professeur à l'Université de Genève. C'est déjà un virtuose de la microscopie électronique. Il rendra possible les toutes premières observations du vivant par microscopie électronique. Et vous le voyez ici. Ce que vous voyez là, ce sont des bactériophages. Ce sont des virus qui sont capables d'infecter les bactéries. Et pour la petite histoire, il va aussi créer le premier institut de biologie moléculaire en Suisse dans les années 60. Et pour la petite histoire, il se trouve qu'il fut aussi le directeur de thèse de Jacques Dubochet de 1969 à 1973. Alors, pour Jacques, ça a été ses débuts en microscopie électronique, un domaine qui ne quittera plus jamais. Et il travaillera à améliorer le contraste en microscopie électronique. À cette époque, et encore pendant des décennies, pour observer des échantillons, il faut leur rajouter un colorant. Ce sont des sels de métaux lourds. Ils vont se déposer autour des échantillons, et lorsque ça va sécher, ça formera une jolie gaine et un beau contraste. Mais ce sont des échantillons qui seront desséchés. C'est un peu embêtant quand on regarde le vivant. Cependant, le microscope électronique a besoin d'être vide d'air. Et nos cellules, elles, remplies d'eau, elles explosent. Alors, Jacques s'est fixé un objectif, un sacré challenge, celui de gérer l'eau en microscopie électronique, en la refroidissant suffisamment vite pour qu'elle ne s'évapore pas. Il est donc parti dans les belles montagnes d'Heidelberg, en Allemagne, finalement un laboratoire qui était très jeune, laboratoire européen de biologie moléculaire, pour y monter son groupe en 1978. Ce laboratoire fut créé, fondé par Edward Kellenberger, mais aussi par John Kendrew, qui en était le premier directeur. Le problème, vous l'avez compris, quand on refroidit l'eau, ça devient de la glace.
La glace, ça fait encore plus de dégâts sur vos échantillons que pas d'eau du tout. Alors, dans le laboratoire de Jacques, ils ont essayé plein de choses, encore et encore. Mais un jour, Alasdair McDowell, ingénieur à l'époque dans le labo de Jacques, a utilisé de l'éthane liquide pour refroidir un petit volume d'eau à moins 180 degrés. Et alors là, ils ont vu une goutte un peu étrange se former, qui n'était pas de la glace, mais qui le devenait quand ça se réchauffait à moins 135 degrés. Réchauffé à moins 135 degrés. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la première observation de l'eau vitrifiée. En bas, eau vitrifiée, juste en haut quand elle se réchauffe. On croyait que c'était impossible, ça allait à l'encontre de toutes les lois de la thermodynamique. Mais c'est possible. Dans ces conditions, il n'y a pas de cristaux. La glace, il n'y a pas de glace. On est dans une des conditions où le matériel est amorphe. Les structures des protéines restent indemnes. L'eau vitrifiée rejoindra donc avec l'eau solide, donc vous voyez les cristaux en microscopie électronique, l'eau liquide et l'eau gazeuse, le 4e état de l'eau. Le processus de vitrification est à la base de la cryomicroscopie électronique. Et le prix Nobel de chimie en 2017 est donné à 3 personnes pour avoir rendu possible la détermination de structures, de molécules, de biomolécules, molécules du vivant, à haute résolution et en cryomicroscopie électronique. Il s'agit, sans surprise, de Jacques Dubochet pour la vitrification des échantillons en solution. Joachim Frank, car il est le champion du traitement des images, ce qu'on appelle la reconstruction, et Richard Anderson. Je vais me permettre de reprendre les mots de Jacques. C'est le meilleur d'entre nous. Il était le plus visionnaire et a poussé les autres à atteindre la résolution atomique. En parlant de résolution atomique, comment, à partir d'une vitrification, on arrive à avoir la structure tridimensionnelle d'une protéine? Alors, on va faire le processus ensemble, vous allez voir. D'abord, il faut extraire les protéines de l'organisme. Elles sont en solution dans un tube. On va les déposer sur une grille. Et ensuite, on va en enlever l'excédent avec un papier buvard. Ça, c'est une contribution de Marc Adrian. Pour avoir une couche fine à la surface d'à peine 100 nanomètres. Cette grille va ensuite être plongée pour vitrifier l'échantillon. Et je vous propose de voir ça en images. Ici, vous avez un appareil qui est un peu plus récent que, par exemple, celui que vous avez pu voir à l'atelier cet après-midi. Mais voilà, on dépose l'échantillon sur une grille. Et ensuite, on va avoir l'étape d'absorption de l'excès de solution. Puis l'échantillon va être plongé dans l'éthane liquide, lui-même refroidi par de l'azote liquide. Mais ce n'est pas tout. Après ça, il faut insérer notre grille dans le microscope électronique et acquérir des données, c'est-à-dire prendre des images, des micrographes, avant de pouvoir utiliser des algorithmes, des logiciels qui nous permettent de faire la reconstruction tridimensionnelle. En images. On revient un petit peu avant. Là, vous imaginez, les protéines, elles sont en solution là, sur la grille. Voyez ? Et là, la grille, elle s'approche de l'éthane liquide et elles se font vitrifier. État amorphe, aucun changement des structures, pas de glace. L'échantillon est donc déposé dans un microscope électronique, cryomicroscope électronique. Et ce que vous voyez, c'est les images qui peuvent en être faites. On va pouvoir voir des protéines sous différents profils, sous différents angles. Il faudra extraire tous les profils possibles. Et vous allez voir, ça va prendre un peu de temps. Volontairement, nous allons prendre le temps de le regarder. Faisons le compte. Là, c'est le compte du nombre d'éléments qu'on doit prendre pour pouvoir faire la reconstruction.
Vous allez voir, on n'a pas fini. 50 000. C'est important de savoir que ce traitement des images, même si, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, c'est un processus qui prend du temps et qui a demandé beaucoup de travail pour obtenir la résolution des protéines. Pourquoi prendre autant d'images? Prenons l'exemple des ombres chinoises. Ce que vous voyez là, c'est une main? Ça va, on est assez sûr de ça. Est-ce que vous pensez que l'objet qui est projeté est une main? Peut-être? Ben non, non c'est sûr, sinon je ne l'aurais pas demandé. Eh ben non, c'est un lapin. La 2D, c'est un vrai trompe-l'œil. Ça ne suffit pas pour se faire une représentation d'un objet en 3 dimensions. Il faut pouvoir imager par tous les côtés, tous les profils. Concrètement, ce que nous on fait, c'est piquer des éléments, on appelle ça prélever, enfin piquer, sélectionner des objets, les petits objets là, et on va les classer. Tous les objets qui ont le même profil iront dans la même classe, qu'on appelle une classe 2D. Il y en a plusieurs. Et avec toutes ces images qui appartiennent à la même classe, on va en faire une moyenne. Comme ça, on augmentera le rapport signal sur bruit. Et ensuite, on pourra avoir une reconstruction d'une protéine. Maintenant, si on veut observer des objets plus gros, si on veut voir directement dans la cellule, dans les cellules, directement, par exemple, un organisme entier ou un tissu, on va toujours utiliser la vitrification à la base de tout. Mais ensuite, pour couper des tranches qui nous permettent de voir l'échantillon, on a 2 solutions. On a le FIBSEM, Focus Ion Beam Scanning Electron Microscopy. C'est les seuls mots que j'irai en anglais ce soir. Dans ce cas-là, on utilise un faisceau ionique, un faisceau atomique, quoi. Ou sinon, on utilise aussi le CEMOVIS, qui a été mis en place par Jacques et son laboratoire quand il a travaillé à l'Université de Lausanne. Et cette fois-ci, on utilise une coupe mécanique. On utilise des couteaux de diamant. Malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais si on faisait un point sur ces dernières années, voilà la résolution qu'on avait dans les années 80, au début de la cryomicroscopie électronique, 30 à 50 Ångström. On en a fait du chemin. À cette époque-là, on appelait ça la blobologie. Mais ça, c'est fini. Parce que maintenant, il y a eu des révolutions essentielles au niveau des constructions des microscopes, des détecteurs directs d'électrons. La technologie a avancé, mais pas seulement. Nos connaissances ont avancé. Notre expertise s'est améliorée. Et ça, c'est essentiel pour designer de bons algorithmes et de bons logiciels. Aujourd'hui, comme on l'a entendu juste avant, nous atteignons la résolution atomique depuis 2020, avec une résolution inférieure à 1,3 Ångström. Restons sur quelques chiffres. Le nombre de structures de protéines qui ont été découvertes par année sur ces 20 dernières années est en fait stable, en noir. Et c'est aussi le cas pour d'autres méthodes qu'on utilise pour déterminer les structures, comme la cristallographie et la résonance magnétique nucléaire, qu'on n'a pas détaillé. Mais ce n'est pas le cas de la microscopie électronique. Elle a connu un réel essor. Et à vrai dire, le nombre de découvertes scientifiques qui sont associées à la cryomicroscopie électronique connaissent une croissance exponentielle pour atteindre aujourd'hui un record, je dis bien un record, mais pas un plateau, à près de 2000 découvertes scientifiques en 2021.
Vous allez me dire, ouais, bon, c'est sympa les chiffres, quoi. Mais concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Une découverte scientifique, c'est comprendre le vivant. Même si c'est un petit bout, c'est une contribution essentielle. C'est comprendre un mécanisme moléculaire. Mis bout à bout, c'est la base pour découvrir de nouveaux traitements. Alors, prenons quelques exemples. 2019, sans surprise, pandémie du Covid. Le Covid nous a tous mis à rude épreuve, mais il a aussi mis la communauté scientifique dans une épreuve sans précédent, nous poussant à mobiliser toutes les technologies de pointe, parmi elles la cryomicroscopie électronique, pour déterminer en seulement 3 mois la structure du SARS-CoV-2. Ceci est essentiel pour découvrir des vaccins. Le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est montrer à son corps contre quoi on doit se battre. L'agent pathogène. Ainsi, nous entraînons notre système de défense, le système immunitaire, en produisant des anticorps dirigés contre l'agent pathogène. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, on a innové. On a créé le vaccin à ARN, acide ribonucléique. Ça fonctionne comment? Cette fois-ci, on donne la recette à notre corps pour qu'il produise lui-même la protéine. Et cette protéine, c'est celle qui est en rouge, le spike, qui est à la surface du SARS-CoV-2. Alors, des compagnies comme Pfizer et BioNTech ont tiré avantage de la cryomicroscopie électronique. Ils ont utilisé la microscopie pour savoir si la structure de la protéine qu'ils avaient fait produire était juste. Donc là, vous avez les classes 2D. Puis la reconstruction. Vous voyez bien que c'est similaire à celle du spike. Mais bon, sans surprise, vous savez qu'on a encore un autre problème, c'est les variants. Les variants, c'est quand on a des petites modifications dans la structure du spike, et puis du coup, ça passe entre les mailles de notre système immunitaire. Alors on fait quoi contre ça? Alors pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une infection. Lorsque le coronavirus entre dans notre organisme, il est autour de nos cellules. Il s'en approche. Et là, il interagit avec des protéines à la surface de nos cellules qu'on appelle des récepteurs. C'est la porte d'entrée pour l'infection. Alors, des chercheurs à l'Université de Lausanne ont découvert l'année dernière la structure du spike appartenant au variant Omicron, à haute résolution. Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont fait. Ils ont également identifié des anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants sont capables d'interagir avec le spike pour empêcher l'interaction avec le récepteur et donc limiter l'infection. Et la façon dont ces anticorps interagissent avec le spike fait qu'ils protègent non seulement contre le micron, mais aussi contre d'autres variants. Revenons à présent sur une approche un peu plus classique de la création du médicament. D'abord, il faut identifier une cible thérapeutique. Alors là, ça ressemble à des serrures, mais en fait, c'est nos protéines. Hein. Si on connaît la structure des cibles thérapeutiques, on peut designer des bons médicaments, les bonnes clés. Et aujourd'hui, la plupart des médicaments qui sont sur le marché ont été découverts parce qu'on connaissait la structure des protéines. La maladie d'Alzheimer, c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente au monde. Les personnes qui souffrent de cette maladie ont des pertes de mémoire, des difficultés à résoudre des problèmes, à se repérer dans le temps ou dans l'espace. Voici l'image d'une personne saine et une personne atteinte d'Alzheimer. Vous voyez, en fait, son cerveau, il se fait envahir littéralement par une matière blanche. Alors, si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe dans le cerveau, nous avons deux types de cellules. Ce que vous voyez ici, c'est les neurones.
et ils forment un réseau de communication qui permettent aux informations de circuler. Et là, vous voyez, ça a l'air de bien circuler, hein. Chez une personne atteinte d'Alzheimer, vous voyez la formation de taches bleues à l'intérieur et à l'extérieur des neurones. Ces dernières années, grâce à la cryomicroscopie électronique, on a pu identifier la nature de ces protéines, la structure de ces protéines, les plaques amyloïdes à l'intérieur et les fibres tau à l'extérieur. Bien sûr, cela est essentiel et donne des espoirs pour trouver des traitements qui empêchent la formation ou qui détruisent ces structures. Le problème, encore un problème, c'est que la découverte du médicament, ça prend du temps, plus de 10 ans. D'abord, il faut identifier la structure de la cible thérapeutique. D'abord, il faut l'identifier tout court, et après sa structure. Ensuite, il faut identifier la bonne molécule, le bon médicament. Et après, il faut le tester. Dans les essais précliniques, puis cliniques, après la mise sur le marché. Et seulement après, on peut aller chercher à la pharmacie. Ces parties d'essais cliniques, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire. Par contre, ce que la cryomicroscopie électronique est capable de faire, c'est de donner accès à des structures de plus en plus rapidement et des structures de plus en plus précises pour designer des médicaments qui sont de plus en plus spécifiques. Alors avec tout ça, on a vu comment la cryomicroscopie électronique était capable de nous aider à observer le vivant. Et mesdames et messieurs, notre voyage s'achève déjà. Et j'espère que l'introduction à l'observation de l'infiniment petit vous aura mieux permis de comprendre comment on fonctionne. Mais, avant que l'on se quitte, et avant que Jacques prenne la parole, j'aimerais ajouter qu'en Suisse, nous avons parmi les meilleures plateformes de cryomicroscopie au monde, avec le DCI Genève et Lausanne, et Berne, qui va bientôt nous rejoindre. Cela est évidemment possible grâce aux découvertes de Jacques Dubochet. Et d'ailleurs, je vais le rappeler, Dubochet Center for Imaging, DCI, c'est le centre d'imagerie Dubochet, qui a vu le jour également grâce au soutien des universités, grâce au travail et à l'implication de nombreuses personnes depuis des années, et bien sûr, grâce à de nombreux et généreux sponsors. À présent, nous allons voir un court-métrage où vous allez pouvoir voir de vos propres yeux nos cryomicroscopes de pointe dont les infrastructures de notre belle région lémanique sont équipées. Vous allez aussi voir comment l'importance de la collaboration scientifique entre les chercheurs et le niveau d'excellence que nous avons nous permet de contribuer aux avancées dans la recherche biomédicale et le domaine thérapeutique. Mesdames, Messieurs, bon visionnage. Cryo-electron microscopy has revolutionized life sciences and medicine and biology because suddenly this method can give us eyes and we can understand how life works, how disease works, and how we can influence that to try to heal. Being able to see atoms a little bit, to guess where the atoms were. Now it's so precise that each atom is seen with the bonds between them. It's just incredible how science is progressing further. We have combined the expertise in engineering and biology from the EPFL, the universities of Lausanne and Geneva. The center provides the high-resolution structural analysis and is also a platform for knowledge exchange and advancing the technology and teaching. Cryo-EM has become the most important technique to visualize very small biological macromolecules. It allows to determine their three-dimensional arrangement at resolutions that are sufficient to separate individual atoms. We install top-end microscope which exists in the world, which is called Titan Cryosys, and we can cover broad range of the molecular size. We also able on the fly process those data and give at the end, like after 2-3 days, to the user
already structure and model so that user can afterwards build his own experiments further and move as fast as possible. We would really like to make accessible cryo-EM to the larger life science community, both in academia and in industry. We share our know-how and we optimize the resources. By this way, the researchers have access to the best experts and the most suitable technique to solve their scientific questions. Ultimately, we would love to support a pipeline wherein chemists can design specifically small molecules that drug the molecular targets that have been identified by geneticists, and in this process, open new therapeutic strategies to treat various diseases. We use cryo-EM to study human cell surface receptors, which are extremely important therapeutic targets. By gaining structural and molecular insight into ligand-receptor complexes, we obtain fundamental insights into how cells communicate with their environment. Now, having this center, which we cannot say it's the best in the world because, well, you can never say that. But you can say, that's a nice expression, second to none. So we have the DCA, which is second to none in cryo-electron microscopy, and which has established itself in an extraordinarily short time. Now it works, it goes, it produces science. This was an achievement. Tiens, je suis Henning Stahlberg, je suis un des élèves de Jacques Debouchet, j'ai fait mon doctorat chez Jacques il y a 25 ans ou quelque chose comme ça. Jacques était chercheur, il a inventé la méthode pour congeler les échantillons pour créer la microscopie cryo, mais il était aussi professeur à l'Université de Lausanne. Il a dû donner des cours aux étudiants de l'Université de Lausanne, des cours en biologie. Il a donné ses cours et il a toujours essayé de stimuler la fascination chez les étudiants. Souvent, par exemple, il a donné des cours sur une dizaine de sujets et à la fin, quand il y avait l'examen, il a dit aux étudiants, OK, il faut apprendre tout un tout petit peu et de ces 10 sujets, il faut choisir un sujet et de ça devenir expert. Et dans l'examen oral, verbal, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez choisi. Et de 7 sujets, on va faire l'examen en détail. Et la plupart des étudiants, ils ont dit non, ça c'est trop dangereux, j'apprends tout un tout petit peu. Et rarement, il y avait des étudiants qui étaient prêts à dire, OK, ça me fascine et sur ça, je vais foncer et le reste, j'ignore. Et Jacques a toujours essayé de provoquer ça, la fascination. Et il était souvent déçu que de nouveau, ça n'a pas marché. Les étudiants, ils ont appris tout un tout petit peu comme des machines et voilà. Des fois, ça a marché. J'étais doctorant dans son groupe et beaucoup de nous, je pense une vingtaine sont ici maintenant, qui étaient doctorants chez lui. Et dans son groupe, c'était l'anarchie. Hein. Il nous a dit, vous n'allez pas avoir le titre docteur, si vous travaillez dur du matin au soir, 5 jours par semaine, 6 jours par semaine, 7 jours. Avec ça, vous n'allez pas avoir le titre docteur. Le titre docteur, vous allez avoir si vous avez une idée forte et intéressante pendant ces 4 ans de doctorat. Là, je te donne le doctorat. Alors, je ne sais pas si ça a marché chez moi, mais le doctorat, j'ai eu. Quand j'ai interrogé, quand je me suis présenté chez Jacques pour cette poste de doctorat, il m'a regardé dans les yeux, il a dit, voilà, avec tous les interviews, je peux te conseiller de faire ton doctorat chez nous. C'était un très bon conseil, je pense. Hein. Au début de mon doctorat, j'avais un peu peur de lui, parce qu'il était différent. Hein. Il était direct, des fois provocatif, stimulant, et je ne savais pas comment juger ça. Et je ne sais pas comment les autres collègues le voient, mais pour moi, il était différent. Oui. Et ça m'a pris quelques années, je pense 2 ans, de comprendre qu'à la base, il est une très très bonne personne. Il a un cœur en or. Et voilà. Bon anniversaire, Jacques. C'est à toi maintenant.
crois que le sujet va être d'essayer de vous faire partager mon émotion. Elle est considérable. Vous imaginez, je ne sais pas si c'était cette salle, mais c'est une salle très voisine. En 68, voilà, c'était un mouvement dynamique qui occupait le rectorat. Avant ceci, j'étais un élève très sage de l'EPUL, devenu l'EPFL. J'ai beaucoup aimé ces études. J'ai beaucoup aimé le temps à Genève. J'ai beaucoup aimé revenir à Lausanne et être professeur ici. Et c'était un temps assez difficile. À un moment donné, j'étais président de la section de biologie. C'était le moment où se faisait le projet triangulaire, quand se faisaient des réarrangements massifs entre l'Université de Lausanne, l'EPFL et Genève. Je peux vous assurer que c'était difficile. Ça n'allait pas sans très gros chambardements et très grosses secousses. Ah, je ne vous dirai pas tous les détails, mais il y a eu quand même des choses bien dures. Et voilà, maintenant, mes 3 universités, Lausanne, Lausanne-UNIL, Lausanne EPFL, Genève, regroupées dans le Dubochet Center of Imaging. Oui, c'est pas mal. Oui. Elle est bonne, Clélia. Elle a donné un séminaire d'une précision et d'une complétude admirable. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je vais quand même parler, non pas tellement de science, mais de nouveau d'émotion. Voyons. Oui. On en est là. On va à la suivante. Donc, on parle de microscopie électronique, voilà la machine. La machine, les électrons interagissent tellement avec la matière qu'ils ne traversent pas l'air, donc le microscope doit être sous vide. Donc, sous vide, l'eau s'évapore, et vous et moi sommes faits essentiellement d'eau. Donc, le gros de vous disparaît avant d'être mis dans le microscope. Ce n'est pas bon. Donc, pendant 50 ans, les microscopistes ont fait des gros efforts pour quand même conserver correctement le spécimen, alors qu'il perdait l'essentiel de sa matière. Et toutes sortes de trucs étaient inventés, mais le truc de base, c'était on fixe chimiquement, si possible, avec des métaux lourds. Bon, la fine matière biologique, séchée et attachée par des métaux lourds, l'uranium, par exemple, n'est pas toujours... Bon, ça marche assez bien, mais enfin, c'est quand même pas idéal. À l'époque, mon héros, c'était Nigel Unwin. Est-ce qu'il est là par hasard? Non, je ne crois pas. Il est en haut. Bon, ben voilà. Eh bien, lui, il a eu une idée toute bête. Il a dit... le problème, ce n'est pas le contraste, c'est le rapport signal sur bruit. Et mettre les spécimens dans un sel d'uranium, c'est horrible. On va le mettre dans du sucre. Vous savez, le sucre, c'est sympathique pour la matière biologique. Elle se sent bien et on va faire sécher la matière, c'est-à-dire on va faire partir l'eau, mais dans un jus de sucre. C'est assez révolutionnaire comme idée. Alors, Nigel s'est associé à son collègue, Richard Henderson, qui est aussi là, voilà, et
ensemble, Richard Henderson, c'est un spécialiste de la diffraction des rayons X, et combinant les méthodes de la diffraction des rayons X avec le séchage du sucre, eh bien, ils ont obtenu en 1975 la première reconstruction au microscope électronique, reconstruction moléculaire d'une protéine. Waouh, c'était fort. 1975. En 1978, je crois, oui, comme le disait Clélia, j'ai été appelé, j'ai obtenu un poste au EMBL, le Laboratoire européen de biologie moléculaire qui venait de se créer, et son directeur, John Kendrew, by the way, le type qui a résolu la première structure de protéines par diffraction électronique, lui, il avait eu l'idée pour son institut, je vais chercher des jeunes scientifiques ambitieux avec un bon programme, et il nous donnait 5 ans pour faire quelque chose de bien et de pas tout à fait conventionnel. Mon problème, Clélia vous l'a déjà expliqué, c'était, gardons l'eau dans le microscope, en la refroidissant suffisamment pour qu'elle ne gèle, pour qu'elle ne s'évapore pas. Seulement, vous savez, l'eau, quand on la refroidit, ça devient de la glace, et la glace, c'est très mauvais, donc nous cherchions autre chose. Et nous cherchions comment faire quelque chose pour que la congélation, le refroidissement ne fasse pas trop de dégâts. Voilà. Et on cherchait tout azimut, ça très bien avec des petits objets, des gros objets. Voilà. Et puis on a, par exemple, on a développé cette machine sophistiquée qui est, il y a un laser là. Ah oui, voilà. Alors voilà, vous imaginez, voilà. Ici, on a un vaporisateur qui éjecte un filet, enfin un flot de toutes petites gouttes, de la suspension qu'on veut étudier ou d'eau, à travers cette petite fente qui est là. Oh là là, c'est difficile. Et puis, voilà, alors vous avez ce jet de micro-gouttes qui avance là, et puis là en haut, vous avez une pincette, avec au bout de la pincette la fameuse grille porte-objet dont Clélia parlait tout à l'heure. Et puis, quand le faisceau est établi ici, on fait tomber la pincette, tac, elle tombe dans de l'azote liquide ici, et les gouttes qui ont été récupérées par la grille sont congelées là, et puis ça donne des choses comme ça, par exemple. Ici, c'est une belle goutte d'eau gelée, c'est de la glace, et toutes ces intéressantes structures que vous voyez là-dedans sont typiquement des phénomènes d'interférence dans un cristal de glace. Parfait. Un jour, Alasdair McDowell, il est là. Voilà. Eh bien, Adé, moi, je vais faire un petit peu différemment. Au lieu de faire tomber la grille dans de l'azote liquide, je vais mettre ce petit récipient-là, et dans ce petit récipient, je vais condenser de l'éthane. De l'éthane liquide. L'éthane, c'est le gaz des briquets. Et puis on le fait couler là-dedans, il se refroidit, il devient liquide, et on a ainsi ce petit récipient rempli d'éthane liquide, et au lieu de faire tomber la grille, pouf, dans l'azote liquide, il la fait tomber dans l'éthane liquide, et il m'appelle au microscope. Quick. Voilà, c'est lui, il est là. Et au microscope, il me montre ceci. C'est une goutte, elle n'est pas cristallisée, elle est amorphe. C'est quoi? Alors, on ne savait pas. On s'est dit, on va essayer de la chauffer et voir qu'est-ce qu'elle devient. Ainsi, on a arrêté le refroidissement, on était à moins 170 à ce moment-là, et on a attendu, et il a fallu à peu près 15 minutes, et au bout de 15 minutes, tout à coup, mais en quelques secondes, cette grille, cet objet
cette goutte se transforme en une multitude de tout petits cristaux. De cristaux de quoi? De cristaux de glace. Ainsi donc, on avait un objet amorphe qui tout à coup se transforme en glace. On savait que l'objet amorphe, c'était de l'eau non cristallisée, mais immobilisée. Ouh! J'ai dit à Lester, il m'a dit qu'il se rappelait une fois, là on a un gros truc. Voilà, le gros truc, c'est ça. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire après? Ouais. Voilà. Ah oui, c'était amusant parce que, donc, c'est un peu compliqué. Un groupe d'Autrichiens avait au fait la même observation en utilisant une autre méthode, mais par diffraction des rayons X. Et quand nous avons soumis notre découverte au journal Nature, elle a été refusée parce que le journal nous a dit « You can't bend nature », ce qui est donc un jeu de mots. Vous ne pouvez pas tromper le journal Nature. Vous ne pouvez pas fausser la nature. Voilà. Et ce qui fait qu'on a dû publier plus tard autrement, mais ce qui était amusant, c'était alors que Nature refusait notre article, Nature avait sous presse l'article des Autrichiens qui montrait, qui a été publié, qui annonçait la première vitrification. Voilà, très bien. Tout ça pour la petite histoire. Maintenant, on en est où? Oui, mais vous voyez, ça. Pensons recherche. Un chercheur, typiquement, il lance sa thèse ou il fait son postdoc et il a une idée. Voilà, je sais que cette protéine, elle sert à éviter d'avoir 30 grades dans le dos. Voilà, c'est un récepteur des tensions, voilà. Je sais, c'est mon hypothèse, et je vais faire toute ma thèse pour prouver que c'est comme ça. Et ainsi, il va faire toutes sortes d'expériences qui vont aller dans le sens de sa découverte. Il sera content si ça marche, il sera désespéré si ça prouve le contraire, mais il sait où il doit aller. Et puis, comme il est malin, ou pas très malin, il choisit un thème qui est prometteur, c'est-à-dire un thème que tout le monde a jugé comme prometteur. Donc, il se retrouve avec tous les autres. Mais vous voyez, ici, on fait une découverte qui ne devait pas être. Et on se trouve avec un chemin qui n'existait pas. Et on est tous seuls devant ce chemin. Alors, vous comprenez, là, pour un chercheur, c'est vraiment le bonheur. Voilà. Je vous avais déjà dit que Nigel Unwin avait déjà réfléchi sur la cryomicroscopie et sur l'eau. Un de ses articles a été très important pour moi. Et puis aussi, tous les microscopistes, enfin pas tous, quelques microscopistes ont vite détecté que la vitrification c'était intéressant. Et des gens comme Joachim Frank, des gens comme Richard Anderson, très vite, l'ingénieur de Richard Anderson est venu chez nous pour apprendre la méthode, etc. Beaucoup de gens Et puis, la situation a progressé. Ainsi, en 1908, voilà, donc le genre d'image, ici c'est le virus qui flotte dans une couche très très mince d'eau vitrifiée. Il est donc chez lui, à la maison, dans la flotte, et il est tout heureux, et il est dans n'importe quelle orientation. Cléa vous a bien raconté comment on fait avec, et ensuite on reconstruit une image tridimensionnelle, ici 35 angstroms de résolution en 1986,
Et puis, les travaux continuent, grâce, par exemple, aux deux dont on a parlé, et quand le prix Nobel est arrivé, il y avait des centaines de personnes qui travaillaient en cryomicroscopie, c'était devenu une grosse affaire, et voilà, voilà ces deux, voilà, on en a parlé, ils sont admirables. Et puis là, on arrivait à une résolution en 2015, on arrivait à la résolution atomique, et quand on arrive à la résolution atomique, la cryomicroscopie change de nom, ça devient de la chimie, et puis les gens de Stockholm se sont dit « ouf », et puis ils nous ont donné un prix Nobel. Voilà. Merci beaucoup. À ce moment-là, je croyais que j'étais bien convaincu. Bon, on est arrivé en plateau. Maintenant, on a la résolution atomique, 3,5 angstroms ou par là, on va normaliser ça, c'est formidable. Mais non, mais ça continue de plus en plus vite. Et maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est à moins de 2 angstroms. C'est incroyable, regardez ça. Voilà, cette image vous l'a déjà été montrée, ce monsieur, ici. Attendez voir. C'est quoi cette... Voyez, ici, une résolution atomique. Non, mais j'arrive. Ouais, voilà. À résolution atomique, voyez ce petit bout qui dépasse. Il n'y a pas besoin d'être un grand champion de la chimie pour reconnaître de quoi il s'agit. Chaque atome est là. Vous avez un cycle de 5 carbones, c'est un cycle benzénique. Vous avez là au bout, vous avez encore, c'est probablement un oxygène, je ne sais pas. Ici, un carbone. Ici, eh bien, c'est la chaîne latérale d'une protéine, la tyrosine, je crois. C'est juste? C'est la tyrosine? Oui, bon, voilà. Et ici, vous lisez la séquence d'une protéine au microscope électronique. Il y a quelques semaines, dans Nature était publié un article où les champions qui faisaient ça regardaient la structure atomique d'une protéine justement liée à Alzheimer. Mais ils ne savaient pas du tout... ils regardaient, ils avaient la séquence. Et ainsi, ils ont lu la séquence, puis tout à coup, en lisant la séquence, mais dis donc, c'est pas du tout la protéine que l'on croyait. Et ils ont été voir dans la base de données des protéines, et ils s'aperçoivent, c'est celle-ci. Mais on n'y avait jamais pensé. Tout à coup, on lit dans l'objet ce qu'est la chimie. Bon, voilà. Je crois que... On m'a demandé, qu'est-ce que ça te fait comme effet de recevoir ce DCI? Vous comprenez, c'est quand même bouleversant au point de vue scientifique. Et d'avoir participé à cette aventure, bon, j'espère que vous imaginez. Oui. Nous avons parlé de science et des émotions qu'elle peut procurer. Mais la science fut plus qu'un métier pour moi. Au fait, c'est une manière de vivre. J'aimerais, vous voyez que je l'ai souvent expliqué, mais quand j'étais très jeune, comme enfant ayant, comme tous les autres, ayant les peurs habituelles d'un enfant, eh bien, ma méthode pour lutter contre ces peurs, c'était de comprendre. Alors j'ai raconté, mais c'est vrai, le souvenir m'est fort de ce moment où, peur de la nuit, je voyais le soleil qui est là, la terre qui est ici, moi qui suis là, la terre qui tourne comme ça, demain matin il fera de nouveaux jours. Eh bien, ça me faisait du bien. Et encore maintenant, je vous racontais cette histoire de protéines lues en cryomicroscopie. Quand je
reçois ces messages, quand je lis des choses comme ça, eh bien, ça me fait un bonheur. Et ceci, je l'ai eu, et vous voyez, c'est un bonheur solide, c'est un bonheur convaincant, c'est un bonheur réel. Je pense à un mot, à quelque chose que je ne peux pas citer correctement, mais le sens, ça vient d'Angela Merkel. Et Angela Merkel disait que on lui demandait la raison pour laquelle elle avait décidé d'apprendre la physique. Et elle avait expliqué que je vivais dans un pays de fous, un pays complètement insensé, conduit par des gens sans valeur, et dans lequel il faut se retrouver. Et là, je me suis rappelé que, vous savez, dans toutes ces conneries qui viennent de tous les côtés, eh bien, il y a des choses qui tiennent. Si je lâche mon couteau suisse maintenant, il va tomber. Et je sais qu'il tombe et comment il tombe. Parce que la réalité existe, et la réalité, on peut l'explorer par une méthode qui s'appelle la science. Mais vous savez, il y a des gens qu'on appelle des scientifiques. Pour la majorité du public, je crois, des grands publics, pas ici, un scientifique, c'est cette espèce de gus arrogant qui prétend tout savoir mieux que tout le monde et qui vous l'impose. Ce n'est pas ma définition. Le scientifique, c'est celui qui ne prend ses leçons que de la nature. Seule la nature m'apporte, m'explique, me donne la réalité. Et cette façon de faire nous permet d'avancer, et bien évidemment, moi, je vous ai expliqué le jour où, avec Alastair, on a vu cette transition de cette goutte. Ça, c'était une découverte. Tout à coup, la nature nous a parlé. Pof! Et il n'y avait pas à discuter, c'était vu. C'est bien rare. Le plus souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on discute avec des autres. Et des autres nous disent ceci, cela. Et finalement, le métier de scientifique, c'est surtout un métier de psychologue. Ce que l'autre nous raconte, ça marche ou ça ne marche pas? Et au fait, il faut juger parmi l'immense quantité d'informations qu'on reçoit, surtout des discussions, des publications, où est le solide et où est le pas solide. Et voilà, eh bien, cette méthode, mais qui nécessite une immense modestie, parce que, ça c'est un peu l'essence de à Stockholm, on était pour la chimie, on était 3, et on avait un discours de 2 minutes à faire pour les 3. Et alors ils m'ont envoyé, moi, au combat, et voilà, je leur ai dit ceci. Vous avez vu ma tête? Comme ça. C'est pas bien gros, hein? Vous avez vu l'univers, le monde, comme ça. Mais comment voulez-vous que je mette une image du monde dans ma tête? Alors, à la base de la démarche scientifique, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation et surtout beaucoup de modestie. Bon. Eh bien, cette méthode scientifique, dont je vous dis tout le bien, elle me fait du bien, j'y crois, elle m'aide, et je crois que nous en avons besoin, et de plus en plus besoin, parce que, vous voyez, Merkel parlait d'un milieu qui était fou. Ben, c'est pas meilleur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de crises. Nous avons il y a 50 ans, le rapport Meadow qui nous disait dans 50 ans, le monde sera
au bord du collapse. Ouf. Depuis lors, au lieu que ce soit seulement la famille Meadow, c'est le GIEC tout entier qui le répète. Et puis, chose étonnante, pendant les 50 ans, notre monde, avec assiduité, n'a pas fait ce qu'il fallait pour s'en sortir. Et maintenant, ce que annonçaient les Meadow, eh bien, c'est maintenant, c'est maintenant et ces prochaines années. Ah, crise de la vie et du climat. C'est un problème systémique. Ce n'est pas simplement la température qui monte ou bien les espèces qui disparaissent, c'est notre système économico-politique qui ne fonctionne pas. Notre nécessité de croissance et de consommation, ça ne va pas. Il faut changer le système. Alors, il y a 2 ans ou un peu plus, arrivait le virus. Pouf, nouvel truc. Et vous vous rappelez, je crois que c'était le 15 février. 15 février, le Conseil fédéral nous met tous en arrêt de rigueur à la maison. Paf, du jour au lendemain, tout le monde. Là, on s'est dit, et puis, 2 mois plus tard, à mi-juin, il y avait 10 cas par jour en Suisse. La maladie était maîtrisée, localement en tout cas. Et alors on a dit, bon, ben, bravo, on a bien fait, laissons aller. Puis ensuite ça remonte, alors on retape, et à ce moment-là, avec des amis, nous avions écrit un petit livre, comment faire de cette situation, de ce bouleversement avec le virus, faire en sorte que l'on ne revienne pas après à la normale. Eh bien, avant-hier, à la télévision suisse, chez nous, eh bien, on admirait, le reportage montrait le bonheur que le trafic aérien est revenu comme avant. Et il le disait en termes sans aucun esprit critique. On dit, c'est bien, tout est comme avant. Ah! Puis sans oublier la couche supplémentaire de la guerre en Ukraine. Bon, Poutine est un fou criminel. Il est vieux, il est bientôt foutu, il va partir. Par contre, il y a dans le monde, pas très loin de 10 milliards de braves gens, comme vous et moi, qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre en paix et en harmonie. Et pourquoi donc tous ces gens ne fichent pas dehors ces criminels? On pourrait. Attendez, j'ai marqué une phrase là. Oui, c'est la seule chose que je garde. C'est nous, citoyens du monde, qui ont ce monde dans nos mains. Si nous le voulons, nous pouvons tout changer. Je suis vieux, je le crie. J'appelle à l'action citoyenne. Nous le devons au monde qui nous a portés jusqu'ici. Nous le devons à nos enfants, nos petits-enfants et tout l'avenir de notre planète. Merci. Alors, le but maintenant, c'est de demander des questions à Jacques et Clélia. Tout ce que vous voulez. On a 20 minutes ou comme ça. You can ask questions in English or in French. Yeah. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter ou expliquer? Voilà. Monsieur. Il faut quelqu'un avec le microphone.
savoir ce que ça fait d'être à côté de Jacques, Lélia. Je n'ai pas entendu. Je voudrais savoir ce que ça fait d'être à côté de Jacques, à Clélia. Tellement d'inspiration. Il me demande ce que ça me fait comme effet d'être à côté de vous. On a déjà cherché. On a déjà tchatché, il a dit. Ah, ok, alors, c'était comment? C'est un honneur et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment avec lui. Parce que voilà, c'est une personne qui a un grand cœur, c'est un grand scientifique et c'est une personne qui est très belle humainement. Donc voilà, c'est un réel honneur. Merci. Merci. En fait, il n'a pas changé après son prix Nobel. Il a gardé le même caractère, la même attitude vers nous. Il y a des autres cas où le prix Nobel fait changer la personne. Jacques est la même personne comme avant. Approchable, direct. Très agréable à parler avec. On m'a beaucoup demandé, c'est une question qui vient tout le temps. Qu'est-ce que ça fait? Ben, je peux vous dire que c'est dur. C'est compliqué. Parce que, vous voyez, ma femme m'a dit sagement, en voyant bien, tu as de la chance qu'il est revenu tard, celui-là, parce que tu avais eu le temps de t'asseoir quelque part. Et puis, et vous savez, nous tous sommes construits sur deux jambes. Une, c'est nous-mêmes, c'est moi. L'autre, c'est notre relation à autrui. Et il faut bien voir, et on construit, on joue avec ces deux choses, on est des êtres sociaux qui ont fait leur vie et puis qui ont cette relation complexe avec le monde et avec eux-mêmes. Et puis tout à coup arrive un prix Nobel. Et vous vous rendez compte, le prix Nobel, c'est quand même, au point de vue relation sociale, c'est un énorme fake. Tout à coup, on devient génial, les gens vous admirent, mais on est le même qu'avant. Alors, comment gérer cette différence? Je dois dire que c'est pas facile. Puis, je me réjouis pas que ça s'arrête, mais que enfin, je maîtrise de nouveau un peu mon temps et mon moi. Ce qui n'est pas encore réussi. Des autres questions? Alors, quand Jacques est passé à la retraite, il a fait le tour du monde et visité tous ses élèves. Il était en Australie, en Amérique et partout. Il y avait ses anciens élèves, doctorants. Il les a visités. Comme ça, il est aussi arrivé en Californie où j'étais avec ma famille. Et il a logé chez nous pendant 10 jours, comme ça, dans notre maison. Mais il avait le jet lag parce qu'il venait de la Suisse en Amérique. Et un jour, à 5 heures le matin, il est allé dans la chambre de nos enfants, où mes enfants dormaient. Ils ont eu 3 et 5 ans, je pense. Et il a commencé à 5 heures du matin à jouer des échecs avec les enfants sur le tapis, parce qu'il a dit « Ah, je ne peux pas dormir, et vous êtes déjà réveillés, j'ai senti ça, laissez-nous jouer l'échec. » Et quand je me suis réveillé à 7 heures le matin, mes enfants étaient ravis, le Père Noël est arrivé jouer des échecs avec eux. Voilà, il a fait le tour et visité tous nos, il y avait beaucoup ici maintenant. Voilà. C'est une bonne personne. Qu'est-ce qu'on peut demander encore? Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre les structures de l'infiniment petit avec l'infiniment grand? Qu'est-ce que la relation entre le petit et le grand? Infiniment petit et infiniment grand. Ah, j'attends un peu. Je me rappelle d'un séminaire intéressant. Nigel, je vous ai dit que c'est mon héros, mais pas, il est parmi beaucoup d'autres. Hein. Nigel Lowe donnait un séminaire. Non,
donnait un séminaire, c'était à l'UNIL. Et puis, quelqu'un pose une question. Et Nigel attend. Alors, il y a un petit agité qui dit « Oui, moi je sais », puis il répond, puis il répond sur quelque chose. Puis, quand il a fini, Nigel revient et puis il dit très gentiment, très calmement sa réponse, qui était d'un tout autre niveau, naturellement. Voilà. Maintenant, à votre question, je ne saurais pas donner une réponse de niveau suffisant. Je ne sais pas, moi. Je sais que, jusqu'à nouvel avis, les forces de gravitation qui gèrent globalement l'univers, paraît-il, sont valables dans un peu tous les ordres de grandeur et probablement même aux petites dimensions. Mais aux très petites dimensions, on ne sait pas. N'est-ce pas? Quand on veut regarder, mettre... Ah, une autre personne que j'admire beaucoup, c'est Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, c'est un professeur à Grenoble, professeur d'astrophysique. Sa spécialité, c'est la gravitation quantique. C'est de comprendre comment, qu'est-ce qui se passe dans un trou noir, ou bien qu'est-ce qui se passe au moment du Big Bang. Et puis, à ces moments où le temps de la relativité générale devient tellement bizarre qu'il se confond avec pas de temps, et puis qu'on ne sait plus quel temps, alors vous comprenez, qu'est-ce que c'est que le très grand, qu'est-ce que c'est le très petit, qu'est-ce que c'est le très rapide, quand on va aux limites, moi je ne sais pas. Et puis à propos, Aurélien Barraud, qui lui traite ce genre de questions avec des équations remarquables, eh bien, un bon jour, il a dit, oui, mais dis donc, cette histoire du climat, ça ne va pas du tout. Et il est devenu une sorte de Greta Thunberg pour les vieux professeurs. Voilà, c'était ma réponse. Voilà, bien. Il y a un microphone pour la dame ici. Thank you very much for both lectures. They were fantastic. I'm curious, Jacques, what do you predict are the next challenges for cryo-EM, or are we already at the maximum resolution? We heard that the resolution is getting a little bit better every year. What do you predict for the future? Alors, bien, très récemment, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. L'ordinateur, n'est-ce pas, une vieille question, une question que j'ai beaucoup traitée dans mes cours de biophysique, c'est quelle est la forme que prend une protéine, connaissant tous ces acides aminés qui se tournent autour, comment l'arranger et calculer son énergie adéquate comment fait-elle pour qu'elle se condense. On sait que quelquefois, elle se condense d'une manière tout à fait efficace, et toujours la même. On sait aussi que le nombre de conformations possibles dépasse largement les chiffres, les nombres qu'on peut imaginer. Et entre autres, le nombre de conformations que la protéine pourrait explorer du temps de son repliement. Ainsi, il est considéré que ce problème du repliement des protéines, c'est un problème immensément compliqué et beaucoup de mathématiciens et de spécialistes essayent de le résoudre par des méthodes diverses. Ainsi, depuis de nombreuses années, il y a un concours. Je crois que tous les 2 ans, on met sur le marché qui est capable de résoudre la structure de cette protéine. Et c'est une protéine que quelqu'un a résolue par les méthodes de la diffraction électronique ou de la cryomicroscopie, je ne sais pas, mais qui n'est pas publié. Maintenant, essayez et on fait un concours, celui qui arrive le mieux. Et puis, il y a 3 ans, ou combien? C'était il y a 2-3 ans, un groupe de Google, a
mis au point des programmes informatiques qui résolvent la question d'une manière extraordinairement puissante. Et tout le monde est surpris que ces méthodes d'intelligence artificielle, c'est un mot qui m'inquiète toujours, sont successful. Alors, je n'ai pas de réponse à votre question, mais moi je la retourne. Que va être le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avenir de la biologie? Petite remarque à côté, je profite. Le mot intelligence artificielle m'est parvenu une première fois lorsque j'ai reçu des États-Unis une demande de donner un avis sur une personne que je connaissais bien, qui avait fait sa thèse chez nous et qui était aux États-Unis et qui postulait pour un poste prestigieux. Et j'ai écrit un très beau texte avec plein d'émotions. Et puis, quelques jours après, je reçois en retour ma lettre complètement réarrangée en expliquant qu'un ordinateur avait réarrangé ma lettre par intelligence artificielle parce que, comme ça, elle a beaucoup plus de chances d'être efficace. Voilà, c'est mon entrée en matière dans l'intelligence artificielle. Ben a une question ici. Hi, Jacques. Thank you for the beautiful lecture. Sorry I'm speaking in English, but I share your concern with climate change, and thank you for bringing that up again in your lecture. Merci I think d'avoir many of us évoqué here do. le changement climatique. Nous sommes tous ici préoccupés par cet élément et je me sens tout à fait impuissant par rapport à cela. J'ai l'impression de voir un train dérailler au ralenti. Et donc la question est comment prendre le monde dans nos mains? Comment faire cela? Comment changer les choses? Could you repeat the question, please? Slowly. When looking at climate change. Donc on regarde le changement climatique. Je suis très préoccupé. Je crois que beaucoup d'entre nous le sommes. Et je crois qu'en tant qu'individu, nous pouvons faire des petites choses dans nos vies, ce sont toutes des choses importantes, mais ceci ne suffira pas à résoudre le problème. Et la question est comment pouvons-nous collectivement faire les changements nécessaires, comment prendre le monde entre nos mains afin d'éviter ce désastre que nous voyons devant nous au ralenti. Comment faire cela? Je crois que j'ai compris votre question. Bien entendu, c'est une continuation de mon message final. Les réponses habituelles, éteignez la lumière lorsque vous sortez des toilettes, et c'est certainement juste. Et j'ai compris cette analyse très pertinente qui montre que si nous mangeons de la viande, en Suisse en tout cas une seule fois par semaine, nous pourrions réduire de 30% notre impact international. Facile, fastoche. Mais je crois que les actions personnelles sont tout à fait insuffisantes. Nous avons besoin d'actions politiques. Et ce matin, j'ai écrit à 3 des principaux politiciens en Suisse, politiciennes, pour leur dire, s'il vous plaît, soyez actifs, agissez quant à notre initiative sur les glaciers. Puisque c'est une proposition, parce que nous n'avons plus de carbone d'ici 2050, c'est fini. Et ce n'est pas en cours, mais actuellement, il y a des discussions à Berne pour une contre-initiative qui pourrait
la renforcer. Et les politiciens doivent changer. La pression doit évoluer. Avez-vous entendu parler de cette personne? Fernandez. Il a lu le rapport du GIEC qui est sorti, qui a été publié début août. C'est un électricien. Il a une petite entreprise électronique et c'est un consultant. Et il a dit non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les choses ne peuvent pas être dans cet état. J'ai 3 enfants. Et c'est le futur de mes enfants. Et il s'est assis sur la Bundesplatz à Berne et a décidé « je ne mangerai plus rien » tant que le gouvernement n'aura pas accepté d'écouter la science. Et le résultat est qu'il a jeûné pendant 1 mois et 8 jours. Et ensuite, le gouvernement a dit « nous allons accepter cela ». Et moi, j'étais dans la Bundeshaus quand cette discussion a eu lieu et 1/3 des parlementaires y étaient et toute la droite, sauf 3 personnes qui étaient absents et qui étaient visiblement et volontairement absents. Mais que fait-on? Nous devons lutter. Merci. Nous allons devoir clore cette session bientôt, mais pas encore. On a un cadeau pour Jacques. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jacques. Happy birthday to you.